pratiquement le point extrême où l'on peut monter en vitesse. Vous vous souvenez tous de ces images étonnantes du record du monde du TGV 574,8 km/h. Vous vous souvenez tous de cette goutte de métal, comme on dit, qui a déboulé dans la campagne champenoise. Vous vous souvenez également toutes de ces images d'un Éric Piexac aux commandes de la rame, très concentré. Vous vous souvenez également de quelques images furtives de ce qui se passait à bord où nous étions. Vous savez qu'il y avait une voiture duplex transformée en laboratoire. Le rez-de-chaussée, le laboratoire, je voudrais dire du constructeur d'Alstom, et au premier étage, le laboratoire de mesure de la SNCF, de l'Agence d'essais ferroviaires, à bord des ingénieurs que nous allons retrouver ici, et nous sommes maintenant sur la terre ferme, à l'Agence d'essais ferroviaires à Vitry. Vitry, c'est la banlieue sud-est de Paris, le long de la Seine, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et vous voyez derrière moi, eh bien, un bâtiment de l'agence, bâtiment de mesure, et puis également, vous voyez, l'agence des essais ferroviaires a des voitures aménagées, des voitures d'essai. Oui, la SNCF, les chemins de fer, pour progresser, ont eu besoin de nouvelles connaissances techniques et scientifiques, et font appel, parfois, à de véritables laboratoires de recherche du CNRS. Et oui, la science et la technique au service du chemin de fer, c'est le thème de ce DVD. Donc, à Vitry, nous allons vous faire découvrir ce que c'est que l'agence d'essais ferroviaires de la SNCF. Et vous en avez ici un autre exemple, vous voyez derrière moi, voilà un wagon qui sert à des essais grandeur nature, vous l'avez vu dans un DVD, il a fait des essais de tamponnement, de résistance, eh bien les crash tests de l'automobile, on les fait également dans le domaine ferroviaire. Donc, dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Le premier film, c'est Mistral perdant. Non, c'est pas Mistral gagnant, cher à Renault. Mistral perdant. Eh bien oui, la SNCF a utilisé les services d'une grande soufflerie du CSTB à Nantes, et je salue ici son directeur Jacques Gandemer. On a utilisé cette soufflerie pour voir les effets du Mistral dans la vallée du Rhône sur le TGV pour la mise en service de la LN5, c'est-à-dire la section Valence-Marseille. Et puis, il a fallu étudier, par exemple, à quel moment les rafales de Mistral risquaient de renverser la rame du TGV. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la belle science au service du chemin de fer. Et vous verrez dans ce film un ingénieur d'essai qui part à la retraite et que je salue, à qui je dois beaucoup. C'était un peu mon professeur, Louis-Marie Cléon. Salut, Louis-Marie. Deuxième film, un 3 étoiles pour la maintenance. Et bien entendu, la maintenance, c'est l'entretien du matériel, c'est le gage de la sécurité et de la fiabilité. Mais également, il faut penser qu'il faut prévoir les cycles de maintenance. Donc ça fait l'objet d'études qui sont menées ici, au centre d'essai, ici, à Vitry. Donc, maintenance, un hall tout neuf pour la mise en service du TGV Nord. 4 bonus. Premier bonus, point de rupture. Autrement dit, une visite rapide de ce que l'on appelait le centre d'essai de Vitry, où nous nous trouvons. Vous allez le découvrir. Eh bien, dans les années 50, on n'hésitait pas, dans un grand hall d'essai, à mettre sur le banc, avec des rouleaux et des freins hydrauliques Froude, une locomotive. Alors qu'aujourd'hui, on n'a que des éléments de locomotive. Eh bien, on mettait carrément, vous allez le voir, une locomotive à vapeur, une 141P, et puis une locomotive électrique, une 2D2. Le deuxième bonus, c'est comment ça marche les essais. Nous allons parcourir ici quelques halls d'essais et vous montrer comment ça marche, comment on les fait. Troisième bonus, c'est le progrès technique. Maintenant, il faut surfer même quand on est dans le TGV. Eh bien, on a mis le Wi-Fi dans le TGV. Et puis enfin, quatrième bonus, un homme, un métier, à tout seigneur, tout honneur. Le portrait d'un ingénieur d'essai, pas n'importe quel, Laurent Gilles, il travaille ici. Mais nous l'avions vu en service à bord de la rame V150 lors du record du monde. Et là, on va le retrouver ici, à Vitry. Bonne visite. « 10, 30, 64. Axe stable, t'es décalé. T'es décalé. Depuis très longtemps, on sait que le Mistral, c'est le vent violent, c'est le vent un peu dangereux par excellence. Déjà, dans le légendaire, dans l'Antiquité,
Prométhée disait à Hercule, quand il devait faire ses 12 travaux, méfie-toi du Mistral, c'est un vent dangereux qui risque de te déstabiliser dans ce que tu vas faire. C'est par souffle, il arrive par force, alors vous ne savez pas d'où il arrive. Si on ne se méfiait pas, il vous emporterait, on s'envolerait avec. Lorsque j'étais enfant, ma mère ne m'envoyait pas à l'école au village de Cléon parce que j'avais 2 kilomètres à faire en face du Mistral. Et elle avait peur que le Mistral me détourne, m'empêche de marcher. C'est la raison pour laquelle je ne suis jamais allé à l'école de mon village. S'il souffle avec une composante ouest très forte, avec ce caractère rafaleux, il peut être latéral, très gênant pour un axe nord-sud comme l'axe de la vallée du Rhône. La LN5, puisqu'on l'appelle LN5, est située dans une zone extrêmement ventée. Souffle le Mistral et la Tramontane. Le Mistral avec un angle autour de 30 à 40 degrés par rapport à la ligne, qui est un angle assez dangereux pour les motrices. La ligne n'est pas complètement droite, nord-sud. Elle a quand même un certain nombre de courbes. Et c'est également un phénomène qui apporte quelque chose sur ce problème de renversement, parce que dans une courbe, on a une force centrifuge qui n'est pas toujours compensée. Et quand la force centrifuge est dans le même sens que le vent, elle s'ajoute au vent. Ce qui est aussi spécifique à la LN5, c'est le fait d'avoir beaucoup d'ouvrages d'art qui sont très hauts. Le viaduc des Angles, par exemple, est à 60 mètres de haut. Un certain nombre de remblais entre 5 et 25 mètres. Il suffit d'un vent de 110 voire 120 km/h pour engendrer au niveau du viaduc ou au niveau du remblai un vent de 150 à 160 km/h qui peut commencer à renverser le train. Sur la construction de la ligne, j'ai connu du 155-160 km/h donc au ras du sol, donc ça voulait dire qu'au niveau un peu plus haut, ça faisait des vitesses peut-être un peu plus importantes, des tourbillons, des rafales qui étaient fortes. Pour faire face à ce problème de grand vent, on avait deux solutions. Soit on décide de mettre des protections physiques sur tous les sites critiques, soit on décide de faire ralentir les trains. Donc de là, toute une étude que l'on a pilotée à la recherche avec le concours de différents spécialistes. La SNCF est venue nous voir pour qu'en soufflerie, on simule les effets du vent traversier donc sur les rames TGV Sud-Est, en particulier les rames TGV duplex qui sont propres à ce réseau. Cette soufflerie permet de restituer le vent à 300 km à l'heure. Nous avons fait des remblais de différentes hauteurs, jusqu'à 6 mètres, 8 mètres et même au-delà. Et puis nous avons également étudié les viaducs en général, puisque les viaducs sont les zones qui sont les plus sollicitées par le vent. L'objectif de cette étude pour la SNCF a été de déterminer quel était le vent sur le tracé de la ligne LN5, et ça en tenant compte des mesures Météo France qui ont été réalisées pendant plusieurs années. Donc tout notre travail de modélisation à l'aide d'un outil scientifique a été d'utiliser ces données Météo France et de les ramener sur la ligne de TGV. Ce qui a pu servir à la SNCF au dimensionnement de sa ligne, aux mises en place de protection sur la ligne de façon graduelle. C'est-à-dire qu'il y a des points où on a vu qu'il n'y avait aucun problème au niveau du vent, et d'autres points qui avaient un risque d'exposition au vent fort qui était assez élevé. Si vous êtes sur une grande étendue d'eau lisse, la vitesse va augmenter au-dessus du sol beaucoup plus vite que si vous êtes dans un site urbain ou dans un site intermédiaire, plus ou moins boisé, de campagne avec bocage. Nos parents, les grands-parents, agriculteurs, eux, qui avaient que de petites parcelles, entouraient leurs parcelles par des arbres, par des haies. Et puis le remembrement est arrivé, on a supprimé les haies, ça veut dire que le Mistral, maintenant, il s'engouffre, il ne s'arrête plus. Le vent que voit le train est constitué à la fois du vent météo et puis du vent occasionné par la vitesse du train. Autrement dit, on peut agir de deux façons, soit en coupant le vent météo par des écrans sur la ligne, soit en diminuant la vitesse du train. On a considéré que une réduction de vitesse en dessous de 80 km/h n'était pas tolérable. Donc tous les sites sur lesquels on aurait eu cette réduction de vitesse ont été protégés par des écrans. Ailleurs, on donne l'ordre aux mécaniciens de ralentir dès que la situation l'exige.
Donc, ce qui impliquait la conception d'un système de détection automatique des vents. Avec le CSTB, on a équipé la ligne d'une quinzaine de stations d'anémomètres qui calculent le vent qu'il y aura dans les 5 minutes qui vont suivre. Et c'est ce vent qui va servir à donner un ordre de ralentissement au mécanicien. En ce qui concerne les protections physiques, on a testé différents matériaux pour ces écrans et on a comparé l'efficacité des écrans pleins par rapport aux écrans poreux. En principe, un écran plein vous protégera très efficacement à une distance très rapprochée, c'est-à-dire si vous êtes juste à l'abri derrière lui. Sinon, cet écran plein crée à son aval un champ dépressionnaire qui a tendance à raspirer en quelque sorte le vent et à reboucler l'écoulement derrière dans une zone fortement tourbillonnaire. C'est-à-dire dès que l'on veut protéger à une distance plus lointaine, on a intérêt à mettre des brise-vents, utiliser des brise-vents perméables. Dans le cas particulier de la gare d'Avignon, compte tenu que là on se retrouve au raccordement de plusieurs lignes avec une plateforme comprenant 7 voies, on aurait dû avoir un mur extrêmement haut en béton très laid, donc on a décidé de faire un merlon en terre paysager de telle façon à ce que ce merlon remplisse à la fois une fonction de protection puis une fonction de décoration. À la fin des travaux et pour le retour d'expérience, on a voulu vérifier qu'on avait une marge de sécurité par rapport au système que l'on avait mis en place. Et on a testé donc à une échelle réduite le renversement du train et on a vu qu'on avait une marge de sécurité entre 15 et 30 km/h de vent. Le système que l'on a bâti pour la LN 5 est transposable maintenant sur l'ensemble des lignes nouvelles. La LN 6 qui est la première ligne. On a également des études avec les Allemands pour que ces méthodes soient transposables à l'ensemble des lignes européennes. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Marseille-Saint-Charles. Marseille-Saint-Charles, 10 minutes d'arrêt. C'est fondamental de se rappeler aussi cette force qui donne la direction et qui est quelque part aussi une belle métaphore de ce que peut être l'existence avec toutes les directions qui nous mènent d'un côté ou de l'autre dans l'existence à travers notre travail, nos amours, etc. Depuis 1981, ils ont fait plus de 10 000 fois le tour de la Terre. À 300 km/h, au rythme de 300 rames par jour, ils abolissent les distances en redessinant une nouvelle géographie de l'Europe. Un succès commercial doublé d'un succès technique, né d'une véritable politique de maintenance mise en œuvre dans des établissements spécialisés. À Villeneuve, dans le Val-de-Marne, et à Conflans, près de la gare de Lyon à Paris, pour les TGV Sud-Est. À Bischheim, près de Strasbourg, pour l'entretien régénérateur de haut niveau, une activité partagée par l'établissement d'Elhem, près de Lille. À Montrouge-Châtillon, près de la gare de Paris-Montparnasse, pour les rames atlantiques. Avec le Landy, dernier né de la génération des ateliers TGV, à moins de 2 km de Paris-Nord, la maintenance a acquis ses lettres de noblesse au service de la sécurité, de la fiabilité et de la qualité.
Ici, sur un site de 30 hectares, le savoir-faire des hommes s'est conjugué aux automatisations les plus sophistiquées dans un paysage ferroviaire où le matériel livre quotidiennement ses entrailles à la compétence de 900 experts. Ici, la volonté d'entreprendre des uns s'est enrichie de l'expérience des autres. Du nom de la tour qui le côtoie, Landy Pleyel. C'est la tradition de la maintenance et du service public pour l'entretien du matériel classique et des rames à 2 niveaux de la Grande Couronne. C'est aussi une vocation internationale pour qui se prépare à recevoir en 1996 les nouvelles voitures-lits qui emprunteront le tunnel sous la Manche. Landy Sud, c'est la station-service à échelle industrielle pour une garantie constante de la sécurité et de la qualité du voyage. Examen, auscultation, nettoyage et dépannage sont la vigilance de tous les instants dans une inlassable rotation de rames dont l'immobilisation ne dépasse jamais 4 heures. Landy, chef d'orchestre. C'est l'organisme de commande des TGV. 24 heures sur 24, des hommes et leurs partenaires informatiques dialoguent et veillent au respect des règles de maintenance, à la régulation et à la sécurité. Au centre, c'est Landy Imagination. Un site réduit à 9 hectares, là où ailleurs, il en a fallu un tiers de plus. 3 ateliers. Le transmanche, le plus long pour les rames Eurostar, le chantier de remplacement des gros organes appelé CRGO, et le continental, le plus spacieux, pour l'accueil des rames réseau. Presque un village où magasins techniques, bureaux, intendances et annexes se complètent au service du fonctionnel et de l'efficacité. Landy historique, où le cinéma un jour a figé le temps des souvenirs, dans le Crime de l'Orient Express ou dans les pages publicitaires. Gloire éphémère, et juste de quoi se souvenir de plus d'un siècle de maintenance ferroviaire avant que ne s'écrive le prélude du XXIe siècle, c'est Landy Modernité. Des lignes et des couleurs qui déterminent l'inattendu dans un univers où les transparences et la lumière apportent la vie. Dans des cathédrales de métal et de verre où les TGV se prennent parfois pour des Don Quichotte. Dans un paysage où le souci du détail fait partie de l'environnement technologique. Landy prouesse technique. Dans le CRGO, avec une caténaire escamotable unique au monde qui livre l'espace supérieur aux évolutions des ponts roulants. Tandis que simultanément, au niveau inférieur, sous une voie escamotable elle aussi, des tables élévatrices mobiles à mouvement croisé assurent la substitution des gros organes de la rame. Landy efficacité. Dans le transmanche, l'architecture de l'atelier s'est adaptée à la morphologie des rames et l'ergonomie des postes de travail aux exigences de la maintenance. Pour chaque intervention, l'homme gère sa sécurité et l'informatique en garantit le respect. Landy productivité. Dans le continental doté des mêmes innovations, c'est simultanément sur 8 voies qu'est conduit l'entretien des rames réseau ou Eurostar. Landy rentabilité. Au tour en fosse, la qualité des usinages est un gage de confort et de fiabilité. Landy organisation. Au cœur du système, le répartiteur, c'est l'attribution des espaces et la garantie de la sécurité. C'est aussi, entre la production et le mouvement, le maillon clé servi par Tigre pour le traitement informatique de la gestion des rames et de leur entretien. Du simple dépannage à la grande visite générale, les rames Eurostar trouvent dans le transmanche les conditions d'un entretien sur mesure. L'examen visuel en constitue la première étape. Il peut être suivi d'interventions immédiates plus conséquentes sur différents appareillages de la rame. Grâce à la caténaire escamotable, la voie de service électrifiée se transforme en voie de travail, autorisant toutes les évolutions au niveau supérieur. La dépose des lanterneaux de motrice,
l'échange standard d'un organe ou ici le tarage d'un pantographe sont possibles sans déplacement de la rame. Avec ses 420 mètres de long, le transmanche, c'est la capacité de gérer simultanément la maintenance de 3 rames Eurostar avec des temps d'immobilisation réduits dans des conditions d'entretien optimales. L'atelier Continental, avec ses 200 mètres de long, intègre toutes les avancées technologiques de son voisin. Ici, la capacité d'accueil s'ajoute à l'efficacité des interventions et contribue à la réduction de la durée d'immobilisation du matériel. Automate programmable, la caténaire escamotable offre les mêmes facilités que sur les autres sites. Ici aussi, l'informatique prélude à la sécurité de tous les chantiers élémentaires. Du simple relevé de code défaut sur l'informatique embarquée des rames à l'intervention plus importante, les immobilisations du matériel varient de 4 heures à 3 jours. Ici, comme sur tous les autres sites TGV, les données de la maintenance préventive s'expriment en temps et en kilomètres dans une véritable personnalisation de chaque organe. Au CRGO, les rames entières sont réceptionnées sur une voie composée de 31 éléments de 7 mètres. Escamotable par le bas et adapté au nombre de bogies. « 6 mètres plus bas, 4 tables élévatrices mobiles sous la commande d'opérateurs qualifiés se déplacent sous les voies de travail. Cet ingénieux système, grâce auquel on peut descendre un essieu, un moteur ou un bogie complet, remplace à la fois les vérins en fosse et les lourdes installations de levage des autres ateliers TGV. Le plateau de la table élévatrice vient se positionner sous l'élément de voie concerné. Pendant toute la durée de l'opération, au niveau supérieur, des chevalets de calage vont maintenir la caisse de la rame. Après la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, chaque élément de voie chargé de l'organe ainsi désolidarisé est descendu au niveau -1. C'est la première phase d'une opération qui durera 3 heures. Un chariotage horizontal de l'ensemble mobile amène l'organe à traiter sous une fenêtre de dégagement. Au cours de la deuxième phase, la table élévatrice remonte le bogie au niveau 0 de l'atelier. C'est là qu'il est pris en charge. Réceptionné sur une aire de réparation équipée des moyens les plus performants pour la maintenance, l'organe est traité et vérifié. Après réparation, le bogie suit le chemin inverse. Du niveau 0, il est descendu par la table mobile au niveau -1, puis translaté sous la rame avant d'être remonté et assemblé dans le respect des règles de sécurité les plus absolues. La multiplicité et la diversité des interventions sur les 3 niveaux du chantier, complétées des essais sous tension, réduisent au strict minimum les temps d'immobilisation et ne nécessitent aucun mouvement de la rame. Mais au-delà des lourdes opérations d'entretien, brosses, chiffons et petites mains signent le label qualité de la maintenance, garantissant, au-delà du temps, le standing intérieur des espaces voyageurs. Un objectif qualité partagé dans les activités du tour en fosse.
Résultat de toutes les exigences, ici la précision de l'usinage, l'économie de la matière et la réduction des temps d'immobilisation se conjuguent dans les opérations de reprofilage des essieux. Un concept de commande et d'autodiagnostic de haute qualité dans un traitement de 8 heures pour les 52 roues d'une rame et qui peut être prolongé dans la continuité par un examen aux ultrasons jusqu'à la détection de l'invisible défaut. Avec chaque année 30 000 interventions sur les TGV réseau, 10 000 sur les rames Eurostar, et une capacité d'accueil en 1997 des rames Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam, les Thalys, les ateliers du Landy font de la sécurité une priorité, de la disponibilité une démarche de qualité et de l'entretien le plus économique au kilomètre et au siège un atout pour l'entreprise. La déchirure du cristal, comme un cri de douleur, angoisse de la fragilité. La puissance en mouvement, comme un chant triomphant, confiance tranquille. Confiance légitime en une fiabilité longuement et minutieusement éprouvée. Oscar, au nom de tendresse et de dérision, est notre double souffre-douleur dans sa chair inerte pour notre confort et notre repos. Voyageur insolite, il est lancé chaque jour dans un voyage fantastique où tout un train, fractionné et reconstitué dans un cerveau électronique, va tanguer, rouler, galoper, vibrer aux limites de toute rupture pour que d'autres trains gardent dans l'élégance de leur vitesse et de leur puissance la quiétude de la sécurité. Simulation de freinage à 200 km/h. Température superficielle au niveau de la bande de roulement, 300 degrés. C'est bon en bas, vous surveillez bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous avez les pressions d'huile en haut? Les pressions d'huile sont bonnes. Oui. Essai dynamique. Oscillation verticale 0 à 15 Hz.
comportement de suspension en dynamique transversale, fréquence 1,7. Vitry, 1933. Déjà, l'on éprouve les possibilités de puissance et d'endurance d'une locomotive en créant une résistance fictive au roulement par freins hydrauliques. C'est une grosse bête qui tremble puis qui vit pour moi, tu vois. Ça remue, ça parle, c'est tout. Le centre d'essai, pour moi, c'est un noyau de départ. Bon, très bien. Bon, messieurs constructeurs, pouvez-vous... Dans une course étourdissante, heureusement contrôlée, où chaque découverte, la plus minime soit-elle, doit être maîtrisée pour s'harmoniser à l'ensemble, les techniques sont devenues si complexes qu'elles requièrent non seulement l'alliance des cerveaux humains, mais celle aussi de l'ordinateur, l'esclave roi des rois. C'est ainsi que cheminots et constructeurs conjuguent leurs connaissances respectives et leur mémoire pour répondre aux exigences de la puissance, de la vitesse et de l'utilisateur. Aussi bien le gratte-papier, le dessineux, le gars d'études et le gars du coup, du tas. Je les ai toujours vus travailler avec mais ensemble. Hein. Si ça s'accroche, c'est pour la réussite du travail. Pantographe sous caténaire, 260 km/h. Pour transmettre le mouvement de la traction en absorbant la torsion des bogies dans les courbes et les différences de niveau, si légères soient-elles, on a mis au point un système de liaison docile par accouplement tripode, car la souplesse d'un train est autant facteur de sécurité que de confort. Allô Michel? Oui? La locomotive BB 7223 est sur la plaque. Entendu. Alors, tu me donnes le numéro du bogie. Alors, bogie numéro 72... Couple de rotation entre caisse et bogie, simulation d'une courbe de 200 mètres de rayon. Angle de plus ou moins 30 milliradians. Degré d'hygrométrie et la température. D'accord, alors 65% et 18 degrés. La technique parfois rejoint la fiction, à la frontière de la science-fiction pour qui veut bien l'imaginer. C'est ainsi qu'Oscar, notre passager fictif, dans son voyage sur place, va parcourir la France, de Paris à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, par le truchement d'un ordinateur dont le programme reproduit si fidèlement le parcours, dans la moindre courbe, la moindre pente, dans tous les démarrages, freinages, accélérations, arrêts, qu'il n'y manque, en est-on bien sûr, qu'un peu de Mistral ou un rayon de lune. Pendant ces essais, pendant ce travail, on ne s'imagine pas le paysage. Hein. Je pense que souvent, les gars n'ont pas le temps de rêver. Là. Du jour au lendemain, on dit, tu prends une voiture voyageur, tu la fais rouler tout de suite à 160, à 200 à l'heure sur les rails. Pour que ce simulacre de voyage soit strictement conforme à la réalité, il faut pouvoir ausculter ce long corps aux organes si complexes à l'intérieur même des éléments qui le composent. Tout un système de capteurs, ainsi placés aux différents endroits des locomotives, des wagons, des pièces, va transmettre avec minutie des données précises sur l'échauffement, la fatigue, les contraintes du métal. Compression à 200 tonnes au niveau des tampons, locomotive 22200. Fréquence variable de 20 à 100 Hz, accélération 10 G.
De combien d'éléments ne faut-il pas tenir compte pour prévenir tout aléa? Une masse liquide dans une citerne, des plaques de tôle qui se bousculent, des animaux qui bougent. Autant de facteurs parmi bien d'autres qui comporteraient des risques s'ils n'avaient été soigneusement étudiés. Et l'on ouvre le livre où vient de s'inscrire l'histoire de ce voyage insolite. Une histoire chiffrée, notée, d'une stricte rigueur, mais une histoire fantastique, et qui permet toutes les évasions, pour peu que l'on soit sensible à l'aventure de l'esprit. Qu'en serait-il de la poésie d'un soir au départ de grandes lignes, du réveil bercé aux rougeurs de l'aube, de la lecture qui raccourcit le trajet quotidien, sans les tribulations d'Oscar, sans toutes ces épreuves simulées, c'est-à-dire en fin de compte, sans la quiétude de la sécurité. Regardez bien cette image, c'est celle symbolique du record du monde du TGV, 574,8. Mais cette image, cette affiche, on la retrouve partout dans tous les halls d'essai de l'agence d'essai ferroviaire à Vitry où nous sommes actuellement. Pourquoi? Eh bien, pour réussir ce record, il a bien fallu tester tous les équipements, à la fois chez le constructeur Alstom, mais également chez les sous-traitants, chez les fournisseurs, et surtout ici à la SNCF. Donc, je vous prends un exemple. Le hall dans lequel nous sommes, et on va en parcourir plusieurs dans cette visite, c'est le hall où on teste les organes de roulement, autrement dit ce que l'on appelle les boîtes à rouleaux, les roulements à rouleaux. Alors, petite explication. Lorsque l'on a mis en route le TGV, le grand souci des ingénieurs, leur obsession, c'était d'éviter ce qu'on appelle les boîtes chaudes. Autrement dit, l'échauffement des boîtes qui peut aller jusqu'à la rupture. Alors, attendez, petite explication. Vous n'avez pas l'habitude de le voir. Ça, vous le connaissez, c'est un roulement à rouleau. Oh, ça, c'est ce que l'on a, les rotules de direction, ou bien dans nos voitures. Vous voyez, c'est tout petit. Regardez la différence. Le même, c'est un double roulement à rouleau conique du TGV. Ça, c'est d'un côté, et puis il y en a un autre de l'autre côté de l'arbre. Donc vous avez deux roulements coniques. Et bien sûr, il doit encaisser ces 300 km/h pendant plusieurs heures, et ce, pendant près d'1 million de kilomètres. Et regardez ce qui peut advenir. Tenez, ici. Regardez. Voilà. Le même, après ce qu'on appelle un chauffage de boîte. Ça a bien chauffé, vous vous rendez compte? Ça a fondu. Regarde. Et les rouleaux, vous voyez? Voilà le rouleau. Ce qui est, ben regardez, le rouleau, il est plat. Le rouleau, il est soudé. Soudé.
directement. Et bien entendu, on arrive jusqu'à la rupture de l'essieu. Voilà pourquoi donc il faut tester, essayer les roulements. Et voilà pourquoi la SNCF a conçu ce banc d'essai à peu près unique au monde, où il y a 4 machines qui vont reproduire les conditions de fonctionnement des boîtes à rouleaux pendant 600 000 km. Allez, c'est par là que ça se passe. Alors comment ça marche? Bon, la première des choses, c'est d'abord de faire des rotations. On va rouler pendant 600 000 km. Donc, mise en rotation à l'aide d'un moteur électrique de la boîte que vous voyez ici en vert. C'est là-dedans que se trouvent les roulements à rouleau. Deuxièmement, il faut reproduire la charge. Là, il y a un vérin par-dessous qui pousse. D'habitude, la charge, elle est par-dessus. C'est-à-dire, il y a 17 tonnes par essieu. Donc, il y a 8 tonnes par roue. Et puis, enfin, ici, à l'aide de ce vérin, il y a la charge axiale. Les courbes, l'inclinaison dans les courbes, les aiguillages. Donc, tout ceci, ce sont des essais de fatigue. Et puis, le dernier point, on étudie non seulement la tenue des roulements à rouleau, mais on étudie également les lubrifiants. Le lubrifiant est capital, donc la tenue des huiles dans le temps. Parce que n'oubliez pas, un TGV, il fait moins 30, il faut qu'il démarre, et il fait plus 50, il faut que ça continue à rouler. Toujours à Vitry, au centre d'essai ferroviaire, là on est dans le bâtiment qui s'occupe de la fatigue des matériaux. Là vous voyez derrière moi l'immense banc d'essai de fatigue avec les vérins hydrauliques qui vont reproduire des sollicitations. Tenez, voilà un exemple. Ici, on est en train d'équiper pour une étude de fatigue une pièce d'un bogie. C'est la bogie d'un métro. Alors, cette pièce, vous imaginez, bon, vous avez les roues là en bas, la pièce est à l'envers. Puis là, il y a la caisse, entre les deux, il y a le bogie. Le bogie transmet ses efforts à la caisse avec ce qu'on appelle une pièce métallique, regardez, est en acier moulé, ce qu'on appelle une traverse. Là, ici, il y a le pivot pour la rotation, les attaches des amortisseurs, et puis là, on vient fixer aussi des barres de torsion qui servent à la suspension. On retrouve ça dans les voitures. Et puis, allez-y monsieur, allez-y, je vous perturbe, on met ce qu'on appelle des jauges de contrainte. Vous vous souvenez, dans le record du monde, la rame en était truffée. Donc on colle des jauges de contrainte qui vont permettre de mesurer les efforts. Et puis, bien sûr, il faut récupérer toutes les mesures. Donc vous voyez le paquet de fils qu'il faut. Et donc, cette pièce va être passée après, là, sur le banc de fatigue qui se trouve derrière moi. Voilà, par exemple, quelques-uns d'essais. Suivez-moi. Il y a des choses beaucoup plus subtiles, comme par exemple l'étude de la propagation des criques, des petites fissures dans le métal. C'est par ici. Toujours à Vitry, là, le hall d'essai de fatigue. Pourquoi? Parce qu'on veut voir comment se propage une petite crique, une petite fissure. C'est capital pour la sécurité. Tenez, venez voir. Voilà. Ça se passe ici, sous l'œil d'une caméra. Parce que ce qui se passe, c'est tout petit. Attendez, petite explication. Vous voyez, là, il y a l'éprouvette qui est soumise à des contraintes telles qu'on les a dans le cycle normal d'une pièce. C'est un échantillon, ça représente une partie d'un essieu. Et l'essieu, vous imaginez bien, il est soumis à des contraintes, à des cycles durant la vie d'un véhicule. Et il s'agit de la sécurité. Alors regardez bien, on a fait une petite amorce de rupture, une petite crique, et on va voir comment cette crique va se propager dans la pièce. Alors, attendez, regardez Bruno, on le voit à peine, vous voyez, la toute petite fissure, on la voit à peine, là où il y a mon doigt. Regardez, on travaille avec une caméra, là, vous allez reconnaître, donc, regardez, la fissure ici, qui se propage. Et ce que l'on veut savoir, c'est combien de temps va-t-elle mettre pour se propager et surtout, à quel moment ça va engager la sécurité? C'est ça ce que vous faites, vous? Exactement. Nous cherchons à savoir quelle est la vitesse de propagation de ces fissures afin, évidemment, de ne pas en arriver là, à la rupture, et de déterminer, évidemment, le seuil de criticité des défauts pour la maintenance et aussi de connaître le pas d'espacement entre chaque maintenance. Moi, ce qui me semble tout de même surprenant, c'est qu'on est en 2008, et en 2008 seulement, vous vous préoccupez de la propagation des fissures, alors que les trains roulent depuis 150 ans. Oui, c'est sûr, mais au jour d'aujourd'hui, nous essayons de mettre en place des simulations par des calculs, nous permettant évidemment de prédire cela pour ce type de pièce ou pour une autre pièce, selon les différents types de matériaux possibles. Donc vous voulez en quelque sorte valider et réétalonner vos modèles mathématiques?
C'est ça, exactement. Chaque modèle doit être évidemment validé par un passage en éprouvette. De cette façon, on est sûr qu'il ne donnera pas n'importe quoi. La fatigue et les matériaux, la fatigue et le ferroviaire, c'est vraiment ancestral. Les débuts de la fatigue, c'est ingénieur allemand qui a mis en évidence la nocivité des problèmes de fatigue. Par conséquent, on a toujours entrepris des travaux de fatigue pour mieux connaître les matériaux qu'on utilise, ainsi que les éléments de fixation par exemple. Donc aujourd'hui, on continue, que ce soit pour la conception des nouveaux matériels ou élaborer les trames de maintenance de nos matériels, de toujours mieux connaître le comportement en fatigue de ces matériaux. On se doit toujours de continuer de progresser. Le TGV, à son début, faisait environ 200 000 km par an à une vitesse de 260 km/h, en couleur orange. On l'a transformé couleur bleue. Maintenant, le même TGV va parcourir plus de 400 000 km, soit plus de 1000 km par jour, et ce pendant 30 ans, à des vitesses proches de 320 km/h. Par conséquent, on se doit, dans ce cas, de faire des essais pour optimiser ces trames de maintenance et les rendre aussi fiables que par le passé. Là, dans cette fosse, on est en contrebas, toujours des essais de contrainte et de fatigue, mais on va s'occuper des essieux. Toujours dans le bâtiment des essais de fatigue, attention, ça glisse, regardez, on essaye les essieux, le vieil fatigue des essieux, et des roues. Voilà, là vous reconnaissez une roue de TGV, eh bien on va s'assurer, vous voyez, il y a des vérins hydrauliques qui vont les soumettre à des flexions, bah oui, parce que ça va rouler. Il y a des vibrations qui sont transmises, et puis il y a les courbes, il y a les aiguillages. Et bien tout ceci, dans les centaines de milliers de kilomètres que fait une roue, eh bien il faut connaître tout de même le vieillissement du matériau. 1, pour son usure. 2, pour la maintenance. 3, c'est capital, pour la sécurité. Toujours centre d'essai ferroviaire à Vitry, nous sommes dans un autre hall d'essai, et puis là, vous avez vu qu'on va en parler, on va parler du freinage. On essaie les systèmes de freinage. Alors, vous reconnaissez donc des roues tout à fait classiques, et on étudie par exemple la tenue. Ça, c'est ce qu'on appelait le système classique, vous voyez, le sabot de frein qui venait s'appliquer sur la roue. Donc vous imaginez bien, il fallait avoir à la fois le coefficient de frottement, la tenue, l'usure du sabot de frein, et puis surtout, ce qui était très important, c'était la tenue à l'époque du bandage. Regardez, voilà un banc d'essai, donc vous voyez, voilà une roue, c'est passé d'un TGV. Un TGV, il n'y a plus de bandage, c'est d'un seul bloc. Mais là, vous voyez qu'il y a un bandage qui est rapporté, et donc on va appliquer le patin là-dessus, et donc on va étudier à la fois l'effort de ralentissement, et surtout l'échauffement du bandage pour éviter précisément que ce bandage, dans un freinage, dans une longue descente, rougisse, et s'il rougit, et le bandage risque de défréter. Vous vous souvenez, durant le record du monde, il y a eu un essai à 500 km/h. On ne l'avait jamais fait grandeur nature. Eh bien, on sait le reproduire sur un banc d'essai. Alors, le banc d'essai, c'est un moteur électrique. Ici, il y a des énormes volants qui vont vous reproduire l'inertie, parce que il y a la roue, il y a l'arbre, sur l'arbre, il y a les disques, il y a 4 tonnes sur un arbre, et puis il y a le bogie et il y a la caisse. Donc il y a toute cette inertie en plus de vitesse de rotation. Donc on met tout ça en rotation, et regardez bien, c'est pas tous les jours que l'on voit ça. Pour des raisons de sécurité, il y a une porte, vous imaginez bien, mais également parce qu'il y a une circulation d'air pour le refroidissement. Parce que vous allez voir, ça dégage de la chaleur. Bruno Nocé, donc vous reconnaissez là le disque d'un TGV. Vous voyez qu'il y a des capteurs, des jauges de température, il y en a 6. Là, vous reconnaissez l'étrier, comme sur une voiture, qui va pincer le disque avec les plaquettes. C'est encore chaud, on vient de procéder à un essai. On va tout mettre en route, on va aller dans la cabine, bien entendu, parce que souci également, ça fait du bruit, ça fait très chaud, il y a des raisons de sécurité, et vous allez voir ce qui se passe lorsqu'un TGV est lancé à 320 à l'heure. Le disque, l'arbre, tourne à 1750 tours par minute. Le bon coup de frein, vous allez voir ici, ça va chauffer, et même ça va rougir, puisqu'on va atteindre température 450, 500, 550, 600 degrés. Allez, regardez ça.
Après le record du monde, qui a été l'apothéose pour vous, il n'y a plus rien à faire dans le domaine ferroviaire, il n'y a plus rien à découvrir. Si, le record du monde, c'est qu'une étape. Il y a beaucoup d'opérations encore à mener sur la résistance des matériaux, sur la fatigue des matériaux, sur le freinage, tout ce qui est composant freinage. Donc nous faisons énormément d'essais également pour compléter les éléments du record du monde. Nous faisons également beaucoup d'expérimentations ou d'essais dans le domaine de l'allègement des matériaux, dans le domaine du bruit. Donc il y a encore beaucoup de domaines à explorer pour pouvoir améliorer le produit ferroviaire. On n'a pas encore tout découvert. Il y a encore énormément d'études, d'essais, d'expérimentations à faire pour pouvoir développer et encore améliorer le produit ferroviaire. Ses clients montent à bord du TGV où ils disposent en première et seconde classe d'un portail de service avec liaison Internet. Avec leur ordinateur portable Wi-Fi, ils peuvent accéder directement aux différentes rubriques proposées en plusieurs langues. À bord, pour les services ludiques et informatifs, actualités, jeux, vidéos et aussi l'accès direct à Internet. À destination, pour les informations touristiques sur la ville où ils se rendent, mais aussi pour préparer leur futur voyage avec TGV. Bonnes adresses, spectacles à l'affiche. Essentiel TGV, pour entrer dans la planète TGV, horaires et réservations, prix, services, informations, trafic. Et la géolocalisation, cela par le menu ou plus simplement par un accès direct sur la page d'accueil. Justement, cette cliente consulte sa messagerie électronique et décide de répondre à un mail. Elle va pouvoir profiter du plein accès à Internet. Sa demande va prendre le chemin principal des liaisons sol-bord, c'est-à-dire de l'ordinateur à l'antenne Wi-Fi voyageur, placée dans le faux plafond de la voiture, puis au commutateur réseau associé, à la voiture voisine en passant par les antennes pont radio, via une liaison Ethernet le long de la voiture jusqu'à la voiture des serveurs embarqués et du bloc d'antenne. De l'antenne satellite sur le toit de la rame au satellite géostationnaire, puis le hub satellite. De là, l'information s'oriente vers la plateforme d'accès à Internet. Le mail peut alors s'acheminer jusqu'au destinataire qui envoie son accusé de réception par le chemin inverse. Ce client, quant à lui, semble s'intéresser à la géolocalisation. D'un clic, la demande est traitée par les serveurs embarqués qui sont alimentés en permanence par les satellites GPS. Les serveurs calculent le positionnement et la vitesse de la rame et renvoient l'information vers l'ordinateur. Sur l'écran s'affiche alors la carte du trajet, le positionnement de la rame et la vitesse. On pourra retrouver le long du parcours des informations sur cette même carte. Après avoir travaillé un moment, un peu de distraction. La cliente cherche alors un jeu sur le portail. Dans ce cas, comme pour les actualités et vidéos, elle va pouvoir profiter directement de la richesse du portail, la demande étant entièrement traitée en local. Les points de passage sont les mêmes. L'antenne Wi-Fi voyageur, le commutateur réseau, les antennes pont radio et la liaison Ethernet. Cela jusqu'au serveur embarqué. Les jeux disponibles sont régulièrement mis à jour à distance de façon transparente pour les clients. De son côté, surfant sur le portail, le client découvre une actualité spectacle qui l'incite à réserver tout de suite des places depuis le bar du train. Il commence sa réservation avec le schéma de connexion classique par satellite sur le site du prestataire. Le train entre alors dans un tunnel. Pas de problème, le système s'adapte automatiquement et la liaison sol-bord bascule sur le réseau Wi-Fi du tunnel. Le signal est alors transmis par le réseau terrestre à la plateforme d'accès à Internet, qui maintient l'utilisateur sur le site de réservation. À la sortie du tunnel, l'accusé de réception des billets est alors retourné à notre voyageur par la voie liaison sol-bord prioritaire, le satellite. Ce nouveau portail de service et d'accès Internet, c'est la mobilité signée TGV. Technicentre à Pantin, 7h du matin. La rame V150 est prête pour le départ. Dans le laboratoire, les ingénieurs d'essai sont à leur poste et préparent la journée de mesure. Laurent Gilles est l'un d'entre eux. Nous sommes à la veille du record du monde. Autant dire que l'atmosphère est tendue, mais souriante. Ça va rouler, attention, hein. Et bienvenue à bord. Alain, il est là?
Voilà, je viens de tuer ma carrière. Au revoir. À cet étage-là, en fait, où on regarde vraiment tout ce qui est lié à la sécurité de la circulation. Et on est dans un domaine de sécurité avant tout. Donc Laurent, là vous voyez vivre en temps réel la rame. Oui, on suit en temps réel les évolutions ici sur ce poste-là de la température de la rame, comment au niveau des transmissions, des températures au niveau de toute la transmission, comment ça se passe. Si la température évolue, il va falloir bien réagir. Donc ça, en accord avec les spécialistes, nous allons réagir à des alertes que l'on a mis en place. Il y a deux types d'alertes, une alerte un échauffement, je dirais passager, et l'alerte du seuil maxi à atteindre. Et là, on arrêtera le train avant d'arriver à cette alerte-là. Ça se situe en fait sur ces deux écrans ici en temps réel où on regarde en fait les paramètres. Passe avant en Argonne. La rame est à pleine vitesse, à 560 km/h. À bord, Laurent Gilles. Et sur un pont, parmi les spectateurs, sa mère, Marie-Claude Gilles. Curieusement, en effet, Laurent est un enfant du pays. Retour aux sources. Nous sommes le 4 avril, le lendemain du record du monde. Allez. Et celle-là, c'est pour nous. Vous êtes une vedette maintenant ici. Oh non, pas une vedette, non, je ne suis jamais une vedette, moi je suis d'ici, oui, c'est vrai, mais c'est un hasard complet, je répète. Si on a battu le record juste derrière mon village, c'est un hasard. Moi, les gens ici peuvent le dire, le TGV pour moi c'est quelque chose. Ah bah, le TGV, c'est depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'il est tout petit, il voulait être conducteur de TGV, et donc voilà, le rêve est devenu réalité, donc ça s'arrose. Ah bah oui, la photo, elle est tout ça. Oui. Tout ça à côté du train. Ah, mais il y avait du monde, hein? Oui. C'est là que vous avez passé votre enfance, Laurent? C'est là que travaillait ma grand-mère, sa cousine, qui est Madame Fourreau, qui est au fond. C'est les malais, il y avait des escargots. Je vous présente René. René, la cousine de ma grand-mère. Avec ma grand-mère, il travaille ici. Rosine, sa fille, qui m'a vu tout petit. Vous l'avez vu passer, Laurent? Vous l'avez vu passer, le TGV? Oui, je l'ai vu, mais au fond du jardin, pas sur place, à 700 mètres. Donc c'est bien, on est tous allés pendant midi, on a fermé 5 minutes. Et on est tous allés, j'avais encore 4-5 clients, je les ai emmenés avec moi. Et on est tous allés au fond du jardin pour le voir, quoi. Donc on l'a vu, mais c'était un peu brumeux, c'est dommage, mais on l'a vu arriver donc complètement, voilà. Donc, un éclair, mais superbe. Super, mais on était un peu frustrés quand même de ne pas pouvoir aller sur place. Vous êtes fier de Laurent? Oh mon Lolo, oui. Ah oui. Ah non, surtout que c'est vrai que depuis tout petit il en parle et moi ça m'a ému. Vraiment j'étais tellement heureuse de le savoir dedans, quoi. Il a réalisé son rêve. Oui, vraiment. Laurent, tout petit, avait dans l'idée d'être le TGV, conducteur de TGV, tout petit. C'était son idée, quand il venait ici. Tout le temps. Hier soir, on a regardé les infos. Et donc on voit donc ceux qui sont devant, et puis toi on t'a vu avec toute l'équipe derrière. Quoi. Oui, on était séparés dans des postes, en fait, on a des postes en fonction des différents secteurs de surveillance du train. Quoi. Et il y a 2 étages, donc il y avait 2 laboratoires, un supérieur et un inférieur. Ah oui, il y avait 2 étages. Il y a 2 étages, c'était un train 2 étages. En fait. Ah ouais, non mais il était superbe en plus, vraiment beau. J'avais mes parents qui étaient à la SNCF, j'ai mon grand-père qui était à la SNCF, j'avais un oncle qui était conducteur de machine à vapeur, qui avait fait des essais de machine à vapeur à la SNCF. Et c'était quelque chose qui me fascinait, c'est-à-dire d'allier la technique et le TGV. Et le TGV et d'autres trains, puisque je n'essaye pas que des TGV, j'essaye des locomotives, j'essaye des automotrices. On essaye tout type de trains à travers la France, l'Europe et aussi le monde, puisque je suis allé aussi en Corée pour essayer le TGV. Je suis allé au Portugal pour essayer des automotrices, on est allé en Italie, enfin j'ai parcouru l'Europe grâce au train, j'ai rencontré ma femme grâce au train et mon mariage je l'ai fait ici avec René et elle va aller se balader avec le ruban bleu en Suisse et en Allemagne. Alors,
trouve Laurent, je voudrais dire, dans son domaine, chez lui, ici au centre d'essais ferroviaires, à Vitry? Qu'est-ce que tu reprends là? C'est les points de chauffe au niveau des... On met les thermocouples pour les points de chauffe en différents endroits, voir les échauffements de la caténaire. Laurent, que faites-vous actuellement? Eh ben, nous sommes toujours en fait sur des essais post-record et notamment un exemple tout simple, la bande qui équipait le record, on va regarder maintenant dans sa possibilité d'exploitation sur un train commercial et notamment par rapport à ses qualités de pouvoir passer le courant à l'arrêt. Parce qu'on a passé du courant en roulant, très vite, beaucoup de courant, mais à l'arrêt. À l'arrêt, on a des soucis, le carbone, la structure, comment se comporte-t-elle vis-à-vis du cuivre. Donc on a ce banc de captage à l'arrêt, où là, on fait en fait des mesures à poste fixe de passage du courant. Donc on vient appliquer par l'intermédiaire de ce banc la caténaire, la bande de captage à la pantographe. C'est la bande du pantographe. On vient l'appliquer en fait au niveau de la caténaire. C'est une caténaire classique sur laquelle on a placé en fait différents thermocouples pour mesurer la température. Parce que le problème est qu'une rame TGV à l'arrêt pour le chauffage et l'éclairage pompe de l'énergie. Pompe de l'énergie et beaucoup d'énergie, surtout en hiver. Bien sûr, il faut penser qu'il faut chauffer les voitures, il faut que les gens soient au chaud. Et cette énergie, en fait, sous continu, représente une grosse partie du courant tiré à la caténaire. Or, quand on roule, c'est un contact glissant, c'est jamais le même endroit qui est au contact. Or là, la rame est pendant, mettons, un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure au même endroit. Et donc, vous risquez quoi? La fusion? On risque la fusion, la dégradation et d'une de la bande qui est en carbone, et de deux, la fusion de la caténaire et la rupture. On arrive à des températures qui sont quand même très élevées, plus d'une centaine de degrés. Donc, on a des normes à respecter, on a des choses à respecter. Et ça, c'est un truc, ça paraît curieux. Ça fait 25 ans qu'elle est TGV, et c'est seulement aujourd'hui que vous vous occupez de ça. C'est seulement aujourd'hui parce qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus le carbone, et que le carbone n'est pas spécialement un bon conducteur. Le carbone, pourquoi? Avant, on utilisait du cuivre et de l'acier sur les bandes classiques. Aujourd'hui, on essaie un maximum de placer du carbone pour pouvoir en fait minimiser au niveau des usures de la caténaire, etc., etc. En fait, c'est une amélioration et une application post-record. Qu'est-ce qui manque le plus à Laurent aujourd'hui? C'est quoi? C'est d'être ici à poste fixe ou d'avoir des fourmis dans les jambes? Non, c'est des fourmis dans les jambes. Ce qui manque le plus, c'est pas le fait de rouler à 574, c'est un essai comme un autre. Enfin, comme un autre. Un peu particulier pour moi. Mais non, le plus intéressant, c'est d'être sur un train, de tester les améliorations, de voir le record à quoi il peut servir, avec notamment la sortie de la rame Pégase, qui est prévue très bientôt, avec les moteurs, les nouveaux moteurs du record. C'est de tester, en fait, c'est d'être en ligne, c'est d'aller voir des gens à Marseille, à Lille, à Bordeaux, à Strasbourg, de côtoyer ces gens et d'être sur le train. Voilà ce qui me manque. C'est ça.